En 1947, Alioune Diop fondait la revue Présence africaine. 2 ans plus tard, naissait la maison d'édition Présence africaine, première maison à éditer des livres sur la philosophie, la littérature et la sociologie africaine. 70 ans plus tard, c'est sous le signe de la transmission que sont célébrés la vision et l'engagement d'Alioune Diop. Professeur Omar Gueye, bonjour. Bonjour. D'Alioune Diop Mangobeti, qui est un des auteurs publiés par cette maison, disait « Il restera celui qui a permis aux Noirs de s'exprimer. Sans cet outil qu'il a forgé, nous serions devenus ce que nous avons toujours été, des muets. » Ces propos semblent excessifs, mais ils traduisent pourtant la triste réalité de cette époque, l'invisibilité des auteurs noirs. En fait, ce n'est pas exagéré, parce que si on considère même le mot présence africaine, ça a été plus que de l'idéologie, et matériellement, ça a permis aux Africains d'exister au niveau scientifique, à tout point de vue, au niveau de toutes les disciplines. Et surtout que Alioune Diop et présence africaine de façon générale avait surtout cette présence qui était révolutionnaire, parce que ça permettait aux gens d'avoir un espace d'expression d'une part, mais surtout au niveau du combat scientifique. Tous les ouvrages qu'il a publiés, les auteurs, donc au départ nous avions des ouvrages qui jusqu'à aujourd'hui pèsent, comme le révérend père Temples, donc, qui a fait la philosophie bantoue. Justement. À l'époque, quand il publiait aussi Djibril Tamsir Niane, déjà en 1960, pour parler de la tradition orale, son fameux Sundiata ou l'épopée mandingue. Tous les jeunes Africains comme moi avons grandi avec cet ouvrage. Et de la même façon aussi Césaire, son fameux cahier de retour au pays natal, Cheikh Anta Diop, Nation nègre et culture. Ça dit que sans présence africaine, peut-être que ces auteurs n'auraient pas eu le rayonnement qu'ils ont eu. Et ce sont des œuvres qui sont au programme encore jusqu'à aujourd'hui. Alors, vous parliez justement du professeur, du révérend Placide Temples, qui avait publié La philosophie bantoue, un ouvrage qui a suscité beaucoup de controverses, car c'était impensable d'admettre qu'il y avait une philosophie africaine. En fait, ce n'est pas seulement le révérend Père Tempels, c'est à l'image de tous ces ouvrages, excepté peut-être Césaire qui avait fait son recueil, le cahier de retour, qui était d'une certaine violence dans le sens positif. Au niveau de la prise de conscience, parce que ça a marqué le mouvement de la négritude, mais tous les autres étaient polémiques. Cheikh Anta qui remettait en cause surtout toutes les idées qui étaient reçues sur l'Égypte, et notamment en défendant sa thèse d'une Égypte noire, et aussi une thèse jusqu'à aujourd'hui qui est toujours très discutée. Et de la même façon aussi, Djibril Tamsir Niane, que j'ai cité tout à l'heure, quand il parlait des sources orales au niveau de l'Afrique, on avait toujours pensé, il y avait surtout ce moment de décolonisation aussi de l'histoire. Donc ça a commencé ce qu'on a appelé l'émancipation de la bibliothèque coloniale, dont parlait Valentin Mudimbe. Et justement, Djibril Tamsir Niane a utilisé une source proprement africaine, mais il fallait un terrain d'expression. Et c'est là où présence africaine était là. Et on peut multiplier les exemples. Le révérend Père Temples, on a toujours eu cette pensée de, bon, voilà, toutes ces idées concernant l'Afrique, mais quand il parlait de philosophie bantoue, là encore, c'était extrêmement révolutionnaire à l'époque. Mais justement, il y avait cette maison qui permettait de... Alors, 1954, vous évoquiez Cheikh Anta Diop avec Nation nègre et culture, hein, cette thèse sur les origines négro-africaines de l'Égypte, qui était jugée subversive presque. Hein. Oui, mais jusqu'à aujourd'hui, c'est une thèse qui n'est pas encore tout à fait admise. Même si de plus en plus il y a beaucoup de travaux qui ont été faits, la technologie s'est beaucoup développée. Maintenant, sur certaines questions, il n'y a même plus de discussion. C'est sur l'origine de l'humanité, le berceau africain de l'humanité, etc. Ce sont des questions aujourd'hui. Qui restent d'actualité. Aujourd'hui, quand on en parle, on a l'impression que c'est quelque chose qui est évident, mais à l'époque, non, dans les années 1950. C'était très révolutionnaire, c'était très subversif. Et Cheikh Anta, malheureusement, a payé de sa vie tout cet ostracisme qu'il n'a pas seulement vécu ici en France, donc, notamment avec cette thèse qui avait été presque rejetée, mais qui a fait Nation nègre et culture, qui est devenu un ouvrage de référence. Un ouvrage de référence, un ouvrage mobilisateur. Mais même dans son pays, Cheikh Anta a été reconnu très tard.
très tard. Donc il a toujours vécu justement cette... bon, bien sûr, il y a d'autres aspects au niveau politique, sa compétition avec Senghor et tout, mais au niveau scientifique, il a vraiment payé de sa personne donc la défense de ses idées. Cette thèse sur les origines Les négro-africaines de l'Égypte. Et puis il y a cette histoire générale de l'Afrique qui est éditée par Présence africaine en partenariat avec l'UNESCO en 1981, sous la direction plutôt de Joseph Kizerbo, un grand professeur burkinabé. Et on se rend compte aussi que l'histoire de l'Afrique, qui est millénaire, on a toujours nié. Absolument. Donc c'est pourquoi ces présences est très importante. Ça, c'était le combat des premières générations d'africanistes africains. Parce qu'il y a déjà eu des synthèses comme la Cambridge History of Africa, ce qui était une des premières tentatives de synthèse de l'histoire africaine, mais maintenant une histoire africaine par des Africains avec des sources africaines. Oui. Le professeur Kizerbo... Il faut rappeler qu'il y a 8 tomes de cette histoire générale de l'Afrique. Oui, mais qui n'est pas encore complète, mais qui est un véritable effort donc, qui a été fait et qui a mobilisé beaucoup de ressources scientifiques d'abord et aussi tous ces pionniers. Vous avez tout à l'heure signé, c'était Joseph Kizerbo, qui a fait aussi une histoire générale de l'Afrique, d'hier à demain. Oui. Donc c'est depuis 1972, qui est aussi une tentative de synthèse où il résume tous les problèmes méthodologiques, donc comment il a fait pour aller interviewer des gens, etc., mais qui est extrêmement concis au niveau de la méthode. Donc c'était le débat de l'époque, c'est est-ce qu'il y avait une histoire africaine, si oui, avec quelles sources il fallait faire. Et justement, c'était... Une question qui a été encore d'actualité avec dans le fameux discours de Dakar. Ah, absolument, et c'était très militant. C'était très militant. C'est un peu la différence entre eux et notre génération qui est relativement jeune, qui n'a pas connu la colonisation, qui n'a pas connu l'école des ancêtres, les Gaulois, etc. Donc ça dit qu'ils portaient ce combat qui était en même temps un combat culturel, un combat idéologique, mais aussi un combat politique. Parce qu'il ne s'agissait pas seulement de s'émanciper politiquement, mais aussi culturellement, intellectuellement, économiquement. Et eux, ils ont porté ce projet. Alors justement, Alioune Diop, au moment où il lance le premier congrès des écrivains et artistes noirs en 1956, dit que c'est un événement qui est aussi important que la conférence de Bandung. Oui, c'est ce qu'on a appelé le Bandung culturel aussi. Oui. Donc c'était un peu un moment d'échange qui était extrêmement intense. Parce qu'à ce moment-là, il y a des voix qui se levaient déjà pour la décolonisation du continent. Absolument. En 1956, c'était un an après la conférence de Bandung qui s'est passée avec les pays du tiers-monde, mais surtout que dans cette conférence, il y avait cette tentative de globalisation, parce qu'il ne s'agit pas seulement de l'Afrique et des Africains, mais il y avait aussi tout ce qu'on appelait les afro-descendants. La diaspora. Oui, donc la diaspora qui était intéressée et qui participait, donc, et avec les différents courants contradictoires. Les Noirs américains, les Africains, etc., qui étaient toujours dans ce forum, ou qui étaient particulièrement un moment très fort dans la rencontre. Et puis, de toute façon, ils ont toujours été là depuis Du Bois en 1919 déjà, qui avait fait la première conférence. Et Alioune Diop s'était inscrit dans ce sillage en 1956. Ce sillage. Alors, d'Alioune Diop, Senghor disait que c'est le Socrate noir. C'est un immense compliment, parce qu'il a œuvré pour l'émancipation des cultures africaines. Pour l'historien que vous êtes, quelle image vous gardez d'Alioune Diop? Alioune Diop, je garde l'image de l'écolier. On a grandi avec les coups de pilon de David Diop, toute cette poésie qui était là. Et je me rappelle quand il mourait, c'était en 1980, on était encore très jeunes, donc lycéens. Et on avait gardé cette image de... Il était un peu dans la catégorie de tout ce qui avait créé le mouvement de la négritude, avec sa part. Avec Senghor et Césaire. Mais surtout avec Présence africaine, parce que, comme j'ai dit, depuis le primaire, déjà, on connaissait cet ouvrage de Sundiata Olepopé Mandeng, qui est parmi les tout premiers livres que j'ai lus et que je continue à lire aujourd'hui. Ah oui? Oui, et j'ai eu la chance d'inviter Djibril Tamsinian à un de mes séminaires de master pour parler aux étudiants, pour expliquer les contextes de l'époque. Même moi, c'était la première fois que je l'entendais. Et aussi tout ce combat qu'ils avaient porté. Et ainsi, c'était Alioune Diop, mais surtout l'image qu'on a gardée, c'est une disparition très précoce, parce qu'on ne l'a pas connu. On l'a connu par écrit et surtout par le legs et tous ces auteurs qu'il nous a donnés. C'était comme si à l'époque, si on était africain, une publication devait être, en bas, ça devait être Présence africaine.
Et c'était les références. Et c'était la référence. Et au lycée aussi, on avait le cahier de retour au pays natal. Bon, maintenant, je deviens un peu vieux, mais je connaissais presque tous les textes par cœur. Parce que c'était d'époque. Donc, tous ces... Au bout du petit matin, toutes ces poésies. Donc, et puis... Césaire. Ouais, on connaissait les Obels, la rue Cazenègre. Et puis, voilà, c'était le moment de nous aussi, de notre apprentissage du militantisme, parce que ce n'était pas le militantisme comme les anciens qui étaient là, donc qui avaient un vécu, mais c'est surtout par la littérature. C'était un peu la période où on parlait de littérature engagée. Engagée, oui. Et de littérature rose. C'est un peu la critique qu'on avait faite à des gens comme Camara Laye qui avait fait L'Enfant Noir. L'Enfant etc. Noir, oui. Donc on avait tendance aussi à les opposer, pour dire que ceux-ci étaient beaucoup plus révolutionnaires dans le sens du langage. Plus militants. Oui, et aussi on aimait beaucoup Sartre. On aimait aussi beaucoup Sartre, qui était très militant et puis qui a accompagné, je crois aussi, la première revue de présence africaine. Et tous ces auteurs, André Gide, Albert Camus. Donc c'était vraiment le moment d'apprentissage, mais aussi de la découverte du monde. On se rend compte que c'est une maison qui a porté la littérature africaine au sommet, parce que plusieurs auteurs édités par Présence africaine ont remporté des prix prestigieux. Absolument, absolument. C'était vraiment des références. C'était vraiment des références. Parce que je crois que aussi c'est l'une des forces de cette maison, c'est toujours d'avoir eu, je ne sais pas si c'est prémédité, d'avoir cette culture d'élite. Parce que tous les ouvrages qui ont été publiés, en général, c'est des best-sellers. Je pense notamment à Wole Soyinka. Wole Soyinka, qui a été prix Nobel de littérature. Et il y a des ouvrages qu'on continue encore de lire. Hein. Et même si c'est de petits ouvrages, le discours sur le colonialisme, cahier de retour. Et puis en même temps, c'était une découverte du monde, et surtout de la diaspora africaine, donc surtout à travers la littérature. Aimé Césaire a joué un grand rôle donc, dans cette découverte. Alors 70 ans après, quand on fête cet anniversaire, qu'est-ce qu'on se dit, Omar Gueye, à propos de Présence africaine? C'est un combat qu'il fallait mener? Absolument, et surtout un mot de gratitude donc vis-à-vis de tous ces pionniers. Parce qu'aujourd'hui, c'est très facile que nous soyons professeurs, que nous enseignions dans les universités, que nous allions dans les grandes conférences, mais il y a tout le travail qui a été fait derrière. Les précurseurs. Ce combat qui a été mené pour la reconnaissance de l'histoire, de la discipline, de la reconnaissance des sources, et aussi pour nous donner une identité. Et ça veut dire que nous aussi, nous ne pouvons pas nous dévier de cette route. On est déjà sur des rails. Il faut poursuivre le combat. Oui, donc le combat, et surtout aujourd'hui, il y a encore beaucoup plus d'enjeux. Parce que autant maintenant, au niveau scientifique, on a cette reconnaissance, mais aussi les difficultés restent au niveau de l'édition, au niveau de la qualité du produit qui est fait, et surtout qu'avec l'édition, il y a une certaine compétition, les réseaux sociaux qui se développent, donc l'auto-édition qui fait que... Mais Présence africaine, c'est plus qu'une maison d'édition, c'est une identité, à mon sens. Pas seulement pour les Africains, mais aussi pour ce qu'ils ont appelé les Afro-descendants. Et c'est un patrimoine commun. Je crois qu'aujourd'hui, si Alioune Diop était là, bon, si on devait se partager Présence africaine, il en aurait une part comme les autres. Donc, et je crois que c'est tout son mérite. Et c'est le moment de lui rendre hommage aussi, et à travers lui aussi, toute cette génération de précurseurs qui ont fait de nous quelque part ce que nous sommes devenus. Merci, professeur Omar Gueye. Que je vous en prie. Merci.